Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui fut l'an passé une très bonne surprise dans l'univers désormais sclérosé des films de super-héros. Une surprise d'autant plus étonnante qu'elle intervient dans une franchise de spin-off qui avait sacrément mis à mal l'image de son personnage et dont le précédent opus n'annonçait pas vraiment le revirement qualitatif. J'ai nommé Logan de James Mangold. Nous allons donc voir comment cette anomalie a pu voir le jour au sein du système hollywoodien actuel, et surtout essayer de comprendre comment le cinéaste de Copland et D'une vie volée a pu prendre sa revanche sur sa précédente incursion dans l'univers du célèbre mutant griffu. En revanche, une fois n'est pas coutume, on vous conseille vivement de visionner cette vidéo après avoir vu le film, parce qu'on va spoiler et pas qu'un peu. Guys, seriously, you don't want to do this. Take them out. Avec des recettes inférieures sur le sol américain, mais supérieures à l'international au premier volet sorti en 2009, le combat de l'immortel laisse l'avenir de la franchise Wolverine incertain en cette fin d'été 2013. Il faut dire qu'en plus du box-office, les spectateurs comme les critiques ne sont guère plus convaincus par cette incursion au pays du soleil levant que lorsque Gavin Hood était aux commandes. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. À la fin de cette même année, des négociations tendues ont lieu entre les cadres de la 20th Century Fox, James Mangold et Hugh Jackman. Ce dernier souhaite prendre sa retraite vis-à-vis d'un personnage qu'il incarne depuis bientôt 2 décennies, en livrant un dernier long métrage qui rendrait enfin justice à cette icône de la pop culture. C'est aussi le désir de son ami James Mangold, qui n'a toujours pas digéré les interférences du studio qui l'avait appelé en urgence pour prendre la relève de Darren Aronofsky sur le combat de l'immortel. Après avoir joué carte sur table dans un hôtel face à 2 exécutifs de la Fox, le comédien accepte de réduire son salaire en échange de l'obtention d'un classement R17. Mais cette obtention a également été facilitée par les premiers retours positifs des rushs de Deadpool. D'abord très sceptique face à un projet pitché par son cinéaste comme une version sanglante et existentielle de Little Miss Sunshine, Stacy Snyder, PDG du studio, finit par donner son feu vert en vue d'un tournage en Louisiane en mai 2016, et ce contre l'avis de ses collègues. Dans un premier temps, c'est l'inconnu David James Kelly qui se charge de rédiger une première version du script, avant de passer la main à Michael Green, dont le CV vous donnera peut-être envie de sauter par la fenêtre. Le réalisateur encadre les sessions d'écriture de ce dernier, en compagnie de son co-scénariste Scott Frank, qui par le passé a déjà réussi à adapter des auteurs réputés difficiles comme Elmore Leonard ou Philip K. Dick. Parallèlement à leur travail sur Logan, Michael Green s'occupe de la série American Gods d'après le roman de Neil Gaiman, tandis que Scott Frank planche activement sur Godless pour Netflix. Si nous évoquons ces 2 œuvres, c'est parce que les genres représentés par ces dernières, le road movie et le western, infusent grandement dans le résultat final. Ce qui frappe d'entrée de jeu dans Logan, c'est de voir à quel point il prend ses distances avec une grande partie de l'univers cinématographique des X-Men établi depuis le premier opus de Bryan Singer. Le plus marquant étant la disparition de la quasi-totalité des personnages et autres décors auxquels s'était habitué le public pendant des années. Pour ce qui est de Wolverine, les renvois à sa propre franchise se limitent au doigt d'une main. Waiting for you at the Statue of Liberty. Statue of Liberty was a long time ago, Charles, a long time. Et finalement c'est pas plus mal, parce qu'au fil des épisodes, la timeline est devenue un immense bordel incohérent. Le fait de situer le long métrage dans le futur pas si lointain de 2029 permet à Mangold et ses scénaristes de mettre à la porte tous les problèmes logistiques de la saga afin de se concentrer sur l'essentiel, à savoir la cavale de Logan, Xavier et Laura aka X-23. C'est par ce prisme que le film se distingue sur le plan thématique des autres représentations des X-Men sur grand écran. L'affrontement idéologique entre Xavier et Magneto, qui constituait jusqu'à présent l'un des grands enjeux de la franchise, jouait sur une allégorie plus qu'évidente entre Martin Luther King et Malcolm X déjà présente dans les comics, pour finir par ne devenir plus qu'un simple gimmick, comme en témoigne X-Men Apocalypse. Doesn't it ever wake you up in the middle of the night? Doesn't it ever wake you in the middle of the night? It does indeed. I feel a great swell of Pity for the poor soul that comes to my school. looking for trouble. Probablement conscient que cette dynamique arrive à bout de course faute de prendre en compte l'évolution des conflits identitaires et idéologiques, James Mangold va moderniser tout ça de manière radicale. Du propre aveu de ce dernier et de Hugh Jackman, le fait de placer l'intrigue à la frontière mexicaine et de faire de ses protagonistes des réfugiés n'a rien d'un hasard. Rappelons que pendant le tournage, l'élection américaine battait son plein
Et le candidat Trump ne cessait d'évoquer dans les médias sa volonté de stopper l'immigration via un mur géant autour de la frontière mexicaine. Je voulais faire un film sur des personnages qui vivent comme des réfugiés et n'ont nulle part où aller. Des gens qui ont franchi une frontière et traversent un territoire hostile pour rejoindre une autre frontière où ils seront, pense-t-il, à l'abri. Je ne veux pas utiliser les films comme un manifeste politique, Logan n'en est pas un, mais je pense qu'il est de notre responsabilité de créer des allégories et de soulever des questions. De ce point de vue, son film s'inscrit dans la continuité de son œuvre, où les pages sombres de l'histoire américaine sont présentes en arrière-plan. Par exemple l'exploitation des ouvriers chinois lors de la construction du chemin de fer dans 3h10 pour Yuma, ou les conflits ayant marqué les années 60 dans Une vie volée. Cette volonté d'ancrer son long métrage dans cette démarche trouve son pinacle dans le face-à-face opposant le fermier Will Munson à une bande voulant s'accaparer sa propriété. L'air de rien, uniquement à travers les rapports de force induits par le cadre, le réalisateur en dit plus sur les tensions communautaires qui gangrènent son pays qu'à travers un discours lourdement asséné. He's a friend of mine. Friend with a big mouth. I hear that a lot. Par ailleurs, cette scène fait écho à un moment charnière de Copland opposant les flics ripoux menés par Harvey Keitel à un ambulancier. L'autre atout majeur du film se situe dans son approche de la science-fiction qui lorgne du côté d'une des œuvres majeures du cinéma contemporain. Très marqué par le film d'Alfonso Cuarón, Mangold va retenir les leçons du réalisateur mexicain en ancrant son récit dans un décorum paupérisé et ultra réaliste qui, bien que situé dans le futur, évoque les différents problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées à l'heure actuelle. À tel point qu'on peut difficilement parler de science-fiction mais plutôt d'anticipation immédiate. Encore une fois, tout passe par image. Par exemple, l'écart grandissant entre riches et pauvres est illustré par un Logan réduit à faire le chauffeur pour une clientèle particulièrement aisée et qui ne se soucie nullement du sort de ses semblables. Ou encore par le contraste entre des routes à l'abandon et le luxe tapageur de Las Vegas. Sans oublier la question environnementale via le maïs transgénique devenu une denrée primordiale, ou encore le transhumanisme que le cinéaste aborde frontalement à travers les jeunes cobayes destinés à servir de chair à canon pour l'armée, et bien sûr avec les bad guys. See, you're not the only one that's been enhanced. Au passage, je vous recommande cette vidéo très bien faite de la chaîne Lessons from the Screenplay sur les liens entre Logan et les Fils de l'Homme. En allant tâter du côté des dérives de l'ultralibéralisme, Logan s'éloigne grandement des films X-Men et des autres adaptations de comics pour se rapprocher davantage d'œuvres contemporaines abordant ces thématiques par un angle décalé vis-à-vis des sous-genres qu'ils sont censés représenter. Et le traitement de Wolverine n'est pas en reste. Jusqu'à présent, ce dernier n'avait jamais vraiment eu l'occasion de briller, que ce soit dans les films de sa propre franchise ou ceux de ses compagnons. La faute à un traitement assez superficiel, pour ne pas dire inoffensif, où notre protagoniste se contentait de sortir les griffes et de fumer un cigare sans jamais que sa bestialité ou son anticonformisme puisse exploser à l'écran. Même les films les plus honorables de la franchise préféreront miser sur les dilemmes opposant Xavier et Magneto ou mettre en avant un personnage autrefois simple faire-valoir comme Mystique. Excuse me, I'm Eric Lensher. Tales Xavier. Go fuck yourself. James Mangold va donc se charger de rendre toute sa superbe au personnage. Le fait de prendre appui sur le Old Man Logan de Mark Millar, dont il ne reprend que le concept de base, à savoir un Wolverine vieillissant errant dans un futur sombre, permet de renforcer le côté solitaire du personnage de Logan. En dépit de la présence de ses compagnons de route, Logan est un asocial ayant un penchant pour la bouteille et dormant dans sa voiture. Le fait qu'il soit vieillissant n'entame en rien ses accès de violence, c'est même tout l'inverse. A contrario de Deadpool, le film n'est pas classé R17 à cause de son empilement de blagues graveleuses, mais plutôt parce que sa violence est étroitement liée au contexte dystopique dans lequel évoluent les protagonistes, mais aussi à la psyché tourmentée du mutant griffu. You are dying. You want to die. Charles told me. What else did he tell you? Do not let you. En cela, Logan est un personnage typiquement mangoldien, qui doit autant à Freddie Elfin, le flic sourd d'une oreille et solitaire de Copland, qu'à Susanna Kaysen, la patiente borderline de Une vie volée, ou même le Johnny Cash accro à la drogue de Walk the Line. Si James Mangold n'a jamais eu le champ d'action que peuvent avoir des cinéastes à la forte personnalité artistique, son approche du 7e art se situe davantage du côté d'un Joe Johnson, voire d'un Stephen Hopkins, c'est-à-dire des réalisateurs pas forcément à l'abri de livrer des œuvres vraiment embarrassantes, mais qui démontrent régulièrement un vrai savoir-faire d'artisan leur permettant de livrer des réussites personnelles. Pour faire simple, Mangold est très loin d'être un tâcheron à la Brett Ratner. Check this one out. You can see the other ones. Check this one out. This is a good one.
Well, at least we can all agree the third one's always the worst. La latitude qu'il a pu avoir sur Logan lui a permis de livrer une œuvre d'auteur au sens noble du terme, qui trouve ses racines dans son parcours et les genres qu'il affectionne. Ancien élève de Milos Forman, il a gardé de ce dernier le goût pour les prestations actorales à contre-emploi, permettant à des interprètes souvent mésestimés par la critique de révéler leur véritable potentiel. C'est le cas de Sylvester Stallone dans Copland ou de la chanteuse Debbie Harry dans Heavy. Son dernier film ne fait pas exception. Même Patrick Stewart délaisse son approche solennelle du personnage de Xavier pour celle d'un homme en fin de vie dont la fragilité se lit sur chaque plan. Et n'oublions pas la jeune Daphne Keane, dont la prestation impressionna tellement la production qu'elle fut mise en avant pendant la promotion. Si vous êtes resté pendant le générique de fin, vous avez peut-être prêté attention au nom d'Alexander McKendrick durant les remerciements. Ce nom est souvent présent dans les génériques du cinéaste, ce qui n'est pas un hasard, car Alexander McKendrick, c'est pas n'importe qui. Réalisateur britannique ayant connu le succès dans son propre pays via des comédies noires tournées pour le célèbre studio Ealing, notamment Tueur de dames que les frères Coen remakeront bien plus tard, McKendrick connaît le revers de la médaille après le beat de son chef-d'œuvre, Le Grand Chantage, le film noir qui devait lancer sa carrière américaine. Délaissant progressivement la réalisation pour l'enseignement du cinéma, il en profite pour écrire un livre de référence sur l'approche du langage cinématographique. Parmi les nombreux élèves ayant suivi ses cours figure James Mangold, qui n'a cessé d'appliquer les préceptes de son mentor tout au long de sa filmographie. Le plus important étant que le cinéma est avant tout une narration visuelle, et que chacun des choix du réalisateur, du positionnement de la caméra jusqu'au montage en passant par la lumière et bien sûr la direction actorale, permet de faire ressortir à l'écran les sous-entendus induits par le scénario, voire même d'en modifier le sens. Logan ne déroge pas à cette règle, notamment dans son approche photographique. Le chef opérateur John Mathison, secondé pour les scènes additionnelles par Phaedon Papamichael, fidèle collaborateur du réalisateur, va opter pour un traitement à contre-courant de la mode actuelle, en réduisant au maximum les néons pour lorgner du côté de l'expressionnisme allemand lors de ses scènes nocturnes. Le résultat confère à l'ensemble un rendu organique en phase avec l'atmosphère funèbre, limite fantastique, dans lequel baignent les protagonistes. Rien d'étonnant à ce qu'une version en noir et blanc ait vu le jour par la suite. Par ailleurs, la mise en avant des paysages, notamment le désert, via un scope de toute beauté misant sur les perspectives et la profondeur de champ, convoque un genre particulièrement chéri du cinéaste, le western. En cela, Logan fonctionne sur un registre similaire à Copland, en transposant toute l'imagerie et les codes de ce genre dans un autre, ici le film de super-héros. Là où Stallone était assimilé à un shérif devant reprendre le contrôle de sa ville, Hugh Jackman peut être vu comme un cow-boy pourchassé par des chasseurs de primes. L'atmosphère funèbre évoquée plus tôt évoque le sous-genre du western crépusculaire, et en particulier le Impitoyable de Clint Eastwood, que Mangold revendique comme influence majeure. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. Pour le coup, cette réappropriation eastwoodienne s'avère très intelligente, car à l'instar du personnage de Bill Mooney dans le film de 1992, Logan est montré d'entrée de jeu vieillissant et en état de faiblesse. Son voyage pour amener X-23 en Dakota du Nord est son ultime mission avant de raccrocher les armes, tout comme Eastwood sortant une dernière fois de sa retraite pour venger une prostituée défigurée. Cependant, Impitoyable n'est pas le seul western cité par Mangold. I first saw this picture at the Isolde Cinema in my hometown when I was your age. You art in heaven. Hallowed be thy name. Nous l'avons déjà brièvement évoqué à l'occasion de Vampire Hunter D Bloodlust, mais L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens marque une fracture dans le western, jouant du début à la fin sur la vision faussement idyllique du genre qu'en a un enfant, voyant en travers le personnage désabusé joué par Alan Ladd un héros, pour ne pas dire un mythe auquel il veut croire. Exactement comme X-23 vis-à-vis de Wolverine. A ce titre, le pourtant très vénérable Rob Egger a vu dans le film de James Mangold une simple fantaisie adolescente dans lequel un papa tente d'inculquer des bonnes leçons à sa fille. Pourtant, à y regarder de plus près, la relation entre ces deux protagonistes est beaucoup moins caricaturale qu'elle n'en a l'air. Bien que X-23 soit la fille de ce dernier, leur relation s'apparente plus à celle d'un vieil homme et d'une enfant cherchant à se soutenir mutuellement face à leurs conditions de marginaux errant sur les routes, tout comme dans d'autres road movies, ce genre héritier du western. Et c'est justement à travers ce rapport d'égal à égal que le cinéaste va prendre sa revanche sur sa précédente incursion dans l'univers de Wolverine. Si l'on examine attentivement certains points du récit, on se rend compte qu'il fonctionne comme un miroir au précédent opus. La multinationale Alkali Transigène renvoie à Yashida Corporation. La cavale de Wolverine avec Mariko au Japon devient celle de notre trio sur les routes américaines. Enfin, on note la présence d'une acolyte censée être aussi redoutable que notre protagoniste, Yukio dans le combat de l'immortel, X-23 dans Logan.
Laura. Avec la liberté dont il jouit sur Logan, Mangold ne se contente pas de livrer une version corrigée du combat de l'immortel, car il peut désormais payer son tribut à l'une des inspirations ayant façonné la caractérisation définitive du mutant greffu, la pop culture japonaise. Malgré son décorum et la présence de la star Hiroyuki Sanada, le combat de l'immortel n'avait pu rendre justice à ce qui semblait être sa note d'intention. A man can run out of things to live for, lose his purpose, become a ronin, a samurai without a master. C'est désormais chose faite à travers la relation de Logan et X-23. Cette dernière, plutôt que de n'être qu'un simple sidekick, est une extension de son père, complémentaire dans sa rage et dans la violence qui l'anime pour survivre à de sanglants combats dans un monde où la mort rôde en permanence. Comme beaucoup l'ont fait remarquer, le réalisateur propose une relecture du duo Ogameito-Daigoro, issu de la mythique franchise Baby Cart tirée du manga de Kazuo Koike dont nous avions déjà parlé dans notre épisode sur Jack Burton. Tout comme John Carpenter, c'est du côté de l'Enfant Massacre, le deuxième opus de la franchise vers lequel semble se tourner James Mangold. On y retrouve le même traitement cinétique de la violence, le grand guignol en moins, ou encore un enfant quasi muet aussi redoutable que son père, au point de prendre soin de lui quand il est à l'agonie. Les bras mécaniques des Reavers ayant pour but de les mettre à égalité avec leurs adversaires, sont, à l'instar des armes dont disposent les dieux de la mort dans le film de Kenji Mizumi, des moyens pour les ennemis de ne faire qu'un avec leurs armes. A ce titre, la première attaque de X-23 n'est pas sans rappeler de par son dispositif scénique une scène pivot de l'Enfant Massacre qui voyait son jeune protagoniste emprunter la voix de son père. En cela, le réalisateur fait preuve d'une réappropriation subtile et pertinente d'une cinématographie auquel il n'avait pu rendre justice par le passé. On retrouve ces partis pris radicaux jusque dans la scène finale qui voit la croix christique ornant la tombe de Logan devenir le X des X-Men. A man has to be what he is, Joey. Can't break the mold. Can't break the mold. There's no living with the killing. There's no going back. There's no going back from him. Right or wrong, it's a brand. A brand that sticks. sticks. Pour saisir l'importance de ce discours métatextuel, il faut revenir un petit peu en arrière. Lorsque nos protagonistes regardent L'Homme des Vallées Perdues, qui finira par devenir une éloge funèbre, le réalisateur propose un constat que n'aurait pas renié Joseph Campbell. Quelle que soit l'image qu'on lui prête, qu'il s'agisse d'un cow-boy, d'un samouraï ou d'un mutant, le mythe du héros perdurera toujours. Un propos qui trouve ses racines dans la colère du réalisateur vis-à-vis d'une industrie gérant n'importe comment ce patrimoine culturel, quitte à en détruire l'essence. J'en ai marre que les blockbusters deviennent de plus en plus de simples plateformes de lancement pour le prochain blockbuster. Ce ne sont plus des films mais des placements de produits, des plateformes pour vendre des jouets et préparer le film suivant. Plutôt que des films, on devrait les appeler des spots publicitaires de 2 heures. Visiblement conscient que le genre arrive à bout de course, le réalisateur fait de ses personnages les derniers représentants de leur espèce et donc du genre, luttant aussi bien pour leur survie que pour leur honneur dans un monde sur le déclin. Un ultime barreau d'honneur qui trouve ici tout son sens dans les propos de Xavier. Where are we going? Eden. It doesn't exist. A nurse got it from a comic book. You understand? It's not real. It is for Laura. Cette profession de foi, on la retrouve dans l'idée d'un comics servant d'élément narratif. Loin d'être un simple MacGuffin, il est la moelle épinière narrative et thématique du film. Le réalisateur l'utilise pour montrer le contraste entre ses personnages, leurs homologues fantasmés sur le papier, et la manière dont ces représentations finissent par avoir un impact dans le parcours de ses protagonistes. La présence de ce comics sert à nous faire comprendre qu'au-delà de leurs apparats pop, ces récits sont à la fois une porte d'entrée vers un savoir sacré et la possibilité d'un nouvel espoir fédérateur à l'attention des nouvelles générations qui en feront leur mythe. Même si peu de personnes semblent avoir pris conscience de ce sous-texte, force est de constater qu'il a permis à Logan de dépasser le cadre des films de super-héros actuels pour en retrouver la quintessence. Si le récent rachat de la Fox par Disney et le rapatriement des dernières icônes Marvel encore en liberté semblent avoir tué dans l'œuf toute possibilité de renouveau artistique, force est de constater que le succès rencontré par Logan, comme sa nomination à l'Oscar du meilleur scénario, auront prouvé que l'intelligence émotionnelle est encore vivace. Sous sa facture modeste, qui s'avère bien plus riche qu'on pourrait le croire, James Mangold aura livré l'un de ses meilleurs longs métrages qui, à l'instar de son personnage, lui aura permis de retrouver sa dignité.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous aider sur Tipeee. A bientôt pour de nouvelles aventures.